Bonjour à tous. Aujourd'hui dans TLS+, je vous invite à un voyage que très peu, voire aucun homme n'a fait dans l'histoire de l'humanité. Je vous invite à partir dans les étoiles, dans cet univers fait de rêves et de fantasmes pour tous ceux qui veulent voir au-delà de ce que même notre conscience nous autorise. Mais aussi cet univers trop grand, trop loin, trop tout, qui inquiète parfois, qui interroge. Forcément, on ne sait pas. Proportionnellement à sa taille, nous ne savons rien. Nous ne sommes à rien. Mais je m'égare et aujourd'hui, il n'est pas question de la place de l'homme dans sa réalité. Il est question de l'avenir du monde, parce qu'il est difficilement concevable que l'avenir du monde, de notre monde, se déroule sans lever les yeux au ciel. Ce que nous faisons depuis plus de 60 ans avec les différents programmes spatiaux. Sauf que depuis quelques années, nous voyons et surtout nous allons beaucoup plus loin. Après la Lune, Mars, les lunes de Jupiter, de Saturne, nos télescopes, nos robots repoussent tous les jours un peu plus la ligne de nos horizons établis, sans oublier le premier d'entre eux, Voyager, qui après presque 50 ans de bons et loyaux services, continue sa route vers l'infini. Mais derrière le romantisme et le rêve que génèrent ces prouesses spatiales, derrière tout ça, il y a l'intelligence humaine. Il y a des hommes et des femmes passionnés, des hommes et des femmes qui, dès qu'ils prennent la parole, dès qu'ils nous partagent leur quotidien, nous emmènent avec eux sur la Voie lactée. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un d'entre eux. Francis Rocard, cet homme passionné et passionnant, c'est vous. Vous êtes astrophysicien, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Et je suis très heureux et véritablement très honoré que vous ayez accepté notre invitation. Alors, avant de rentrer un peu dans tous les programmes, tous les projets qui se déroulent ou qui vont se dérouler, juste un petit mot sur Voyager, le premier d'entre eux. Enfin, il y avait Sputnik avant, mais Voyager, qui n'arrête plus, qui continue sa route. Il peut aller jusqu'où comme ça ? Voyager ne s'arrêtera pas, il est sur une trajectoire hyperbolique par rapport au Soleil, donc il ne reviendra jamais. D'ailleurs, il a des messages, il a une plaque, si éventuellement des extraterrestres retrouvaient Voyager dans... C'est le disque en or avec l'homme de Sirius de Léonard de Vinci, il y a du Beethoven, je crois, dessus. Voilà, il y a un disque, il y a un schéma qui montre que c'est depuis telle étoile que Voyager est parti. Enfin voilà, il y a tout un message symbolique, mais bon, à l'échelle de 10 000 ans ou 50 000 ans finalement. Alors quand je dis 50 000 ans, c'est le temps que mettra Voyager à atteindre l'étoile la plus proche. À supposer que Voyager aille vers cette étoile qui s'appelle l'étoile de Barnard, mais c'est pas le cas. Donc typiquement, voilà, c'est en fait, vous êtes en train de me dire qu'il vient de sortir de notre système solaire, il pourra aller dans un autre système solaire. Exactement. Il part dans le milieu interstellaire et il mettra peut-être, je crois, 1 million d'années à traverser notre galaxie. Donc voilà, on va le perdre. On a envoyé une bouée dans l'espace. Il y a Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 et maintenant New Horizon, qui est également sur une trajectoire hyperbolique. Voilà, donc il y a 5 objets qui quittent notre système solaire et qui ne reviendront jamais et pour lesquels on a laissé quelques messages éventuels. Mais ce qui est fascinant avec Voyager, c'est qu'il continue à envoyer des informations. Qu'est-ce qu'il envoie comme information ? Alors justement, ils envoient des informations sur le milieu ambiant, là où ils baignent, qui est un milieu qui est actuellement à la frontière entre la magnétosphère, l'héliosphère du système solaire et le milieu interstellaire. Et donc, on a vu une première transition. En fait, la frontière n'est pas unique, il y a 2 voire 3 frontières. Donc, on est rentré d'un milieu qui était 100% géré par le Soleil à un milieu qui est maintenant géré à la fois par le Soleil et par le milieu interstellaire. C'est la première fois de l'humanité qu'on arrive dans ce milieu-là. Et donc, on a vu des électrons qui augmentent, un champ magnétique qui bouge, etc. Donc, cette frontière, et en plus, cette frontière, elle est mouvante, puisqu'elle est fonction de l'activité du Soleil. Si le Soleil est plus actif, elle recule. Et si elle avance, elle s'éloigne. Et si le Soleil baisse en activité, c'est le vent interstellaire qui pousse, et à ce moment-là, la frontière revient. Donc on parlait de Voyager, entre Voyager et Mars et la Lune, il s'est passé quelques petites choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un sujet préparé par Camille Poilvet qui revient un petit peu sur les 30-40 dernières années et on se retrouve juste après, on regarde. L'espace. Qui n'a jamais regardé le ciel
se demandant si un jour certains mystères de l'univers seraient résolus. Depuis le XXe siècle, les enjeux concernant l'espace sont énormes. Suite aux guerres, les innovations s'accélèrent. L'URSS prend la tête avec la réussite du premier vol spatial orbital de l'histoire en 1957 avec Sputnik 1. En 1961, c'est au tour de Youri Gagarin de quitter l'atmosphère terrestre, faisant de lui le premier homme dans l'espace. Mais tout vient à point à qui sait attendre, et les avancées de l'URSS ont vite été dépassées par l'exploit historique des Américains, toujours controversé par les complotistes, la conquête de la Lune. Le 16 juillet 1969, la mission Apollo 11 quitte le sol terrien avec à son bord Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin, marquant l'histoire et le début d'une nouvelle ère. Maintenant que l'objectif Lune est atteint, les scientifiques, chercheurs et ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour permettre de nouvelles avancées. C'est ainsi qu'en septembre 1977 décolle Voyager 1. 35 ans après son lancement, en 2012, le satellite quitte notre système solaire pour poursuivre sa route à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. Dans les années 2000, une nouvelle idée émerge. Et si l'homme pouvait coloniser Mars ? De nouveaux acteurs s'emparent de ces défis, dont Elon Musk avec son entreprise aérospatiale SpaceX, qui a connu quelques échecs. Mais en éternel optimiste, le deuxième homme le plus riche du monde a pour projet d'envoyer 1 million de personnes pour peupler Mars, d'ici 2050. Avant de coloniser une planète, peut-être faudrait-il récolter quelques informations. Le 18 février 2021, un nouvel exploit est accompli. Persévérance, rover américain, s'est posé dans le cratère G0 de la planète rouge. Un bijou de technologie qui doit rapporter sur Terre des données essentielles selon les scientifiques. Les lunes de Jupiter auraient aussi un potentiel habitable insoupçonné. Des scientifiques supposent qu'Europe, un des 74 satellites de la planète, serait compatible avec la vie humaine grâce à une étendue d'eau profonde d'une centaine de kilomètres. Cette découverte pourrait entraîner de grandes révolutions, mais surtout de nouvelles perspectives d'avenir si la vie sur Mars se révélait impossible. Dorénavant, il faut être patient et attendre 2031, date prévue du retour de Persévérance, pour se projeter dans l'avenir, sur Terre ou ailleurs. Avant de parler de Mars et des lunes de Jupiter, prenons les choses dans l'ordre. Commençons par la Lune. Nous y étions il y a une cinquantaine d'années. On sait pourquoi, il y avait cette rivalité américaine, russe. Là, maintenant, retourner sur la Lune, quel est l'intérêt ? Quelle est la motivation ? La motivation des Américains, c'est un choix stratégique mûrement réfléchi qui date de 2017, qui est de dire on ne pourra pas aller sur Mars avec des hommes comme on est allé sur la Lune, c'est-à-dire en 8 ans, tout a été fait. Donc il va falloir procéder par des étapes intermédiaires. Mars, c'est pas possible, pourquoi ? Trop cher ou techniquement, on n'a pas c'est infaisable ? Les deux. C'est-à-dire que techniquement, c'est extraordinairement plus lourd et plus complexe que la Lune. Et financièrement, c'est pareil, c'est beaucoup plus cher. Aujourd'hui, Apollo, en dollars d'aujourd'hui, on est à 120-130 milliards. Là, on se situe à plusieurs centaines de milliards. Personne ne sait exactement combien ça va coûter. Et ça va s'étaler sur des décennies. Donc, il faut faire les choses les unes derrière les autres, en série et non pas en parallèle, comme pour Apollo. Et donc, des étapes. Et choisir ces étapes... c'est quelque chose d'extrêmement délicat parce que ça vous engage sur plusieurs décennies. La Lune, là, ça va durer 10 à 20 ans. Et donc, l'étape qui a été choisie en 2017, c'est la Lune et essentiellement l'orbite lunaire. Une station spatiale en orbite lunaire qui s'appelle l'Orbital LOPG, Lunar Orbital Platform Gateway. Pourquoi ? C'est pour apprendre... d'une part, à opérer une station à 400 000 km et non pas à 400 km, qui est l'ISS. Ça demande beaucoup plus d'autonomie. Et puis, développer des véhicules de transport lourds pour amener des modules de 20 tonnes pour fabriquer cette station. Et puis ensuite, il y a la question, qui est extrêmement intéressante, mais pas du tout évidente. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que cette station spatiale en orbite lunaire soit une station-service ? C'est-à-dire qu'on fasse une étape, on fait le plein. On fait le plein d'eau parce qu'il y a besoin de beaucoup d'eau pour voyager. On la trouve où, l'eau ?
au pôle sud de la Lune. Ah. Au pôle Nord aussi, mais le pôle Sud est plus attractif que le pôle Nord. Donc aujourd'hui, tout le monde se focalise sur le pôle Sud parce qu'il y a des cratères en permanence dans la nuit qui, via des bombardements de comètes depuis 4,5 milliards d'années, ont accumulé de la glace. C'est pas de la glace pure, hein, il y a plein de cochonneries avec, mais c'est du matériau cométaire, donc beaucoup de matière organique et de la glace. Si on arrive à exploiter cette eau, on peut d'une part remplir les réservoirs d'eau pour l'équipage, pour la nourriture, pour la douche, pour tout ce que vous voulez. Mais aussi, on peut transformer cette eau, et ça c'est encore plus ambitieux, on peut en fabriquer de l'oxygène liquide, et si on rajoute du carbone, soit qu'on l'a trouvé, soit qu'on l'a amené, on fabrique du méthane. Et avec oxygène liquide et méthane, c'est des carburants de fusée, c'est-à-dire c'est votre essence de fusée. D'accord. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à l'amener depuis la Terre. Donc vous emmenez une fusée qui a des réservoirs vides, et vous faites le plein à l'OPG en oxygène liquide, méthane liquide, et vous allumez le moteur, et vous vient un survol de la Terre pour prendre la bonne direction vers Mars. Et ça marche. Sur le papier, ça marche. Oui, c'est la question que je voulais poser. Si toutes les conditions sont réunies... Si on arrive à exploiter l'eau. Si on arrive... Aujourd'hui, personne n'est allé au pôle Sud, personne ne sait exactement quelle est la concentration, sur quelle épaisseur on a de la glace. Si les cratères sont à moins de 100 degrés, ça va être très très compliqué. Mais supposons que toutes les conditions soient réunies, c'est envisageable à 50 ans, un siècle, une vraie station orbitale lunaire. On peut... Ah non, la station orbitale lunaire, c'est 2023-2024. Ah oui. Ah oui, ça va venir très très vite. Si le Congrès finance, et je pense qu'il va le faire... Mais c'est dans 2 ans. C'est en cours. Ah oui. Le début, vous savez, l'ISS a mis 10 ans à se construire. Ouais. Mais donc les premières missions en orbite lunaire, Artemis 3, qui est l'envoi d'hommes sur la Lune. Alors, théoriquement, c'est 2024, mais là, le Congrès est en train de freiner beaucoup parce que c'est Trump qui voulait absolument envoyer des hommes sur la Lune. C'était pas une volonté de la NASA, c'était pas dans la stratégie de la NASA. Mais donc là, je pense qu'il va y avoir un retard important. Ce sera plutôt vers 2028. Mais la LOPG, c'est la première étape et c'est ce qui va se faire dans les années 23, 24, 25. Et ensuite, il va y avoir une kyrielle. Je dis bien une kyrielle. Aujourd'hui, il y a 30 missions spatiales lunaires en préparation. 30. Ah oui. Je ne dis pas que toutes vont voler. On est passé par un creux dans les années 80-90. 0 en 10 ans. 0. Rien. Plus personne ne s'intéressait à la Lune. Ça, c'est le post-Apollo. Et puis tout d'un coup, dans les années 2010-2020, là, on en a une trentaine en préparation parce qu'il y a les Américains qui ont un programme assez particulier qui s'appelle le Commercial Lunar Payload Service. Ça consiste à sous-traiter le service, c'est Amazon sur la Lune, si vous voulez. Vous prenez une start-up, parfois c'est des grosses start-up, hein, et vous préfinancez un peu, la NASA préfinance un peu, fabrique un atterrisseur, typiquement c'est 500 kilos, et la start-up est payée à partir du moment où elle livre sur la Lune son atterrisseur avec des charges utiles. Et il vous faut payer le ticket de vol pour votre charge utile. C'est à peu près $1 million le kilo. Une bagatelle. Mais là, en fait, tous ces projets sur la Lune, ils sont associés... C'est obligatoire pour pouvoir aller plus loin après. C'est le premier stop, le premier top départ. Pour les Américains. Pour les Américains. Mais pour Mars, il est inconcevable, selon vous, d'aller sur Mars, d'envoyer des hommes sur Mars si on ne maîtrise pas la Lune et la possibilité de partir de la Lune. On peut très bien partir de Mars, de la Terre, pour aller sur Mars, comme on l'a fait avec Persévérance, par exemple, avec les rovers. On peut très bien partir de la Terre pour aller sur Mars. Avec des humains. Avec des humains. Ça va coûter plus cher. Le problème, c'est d'arriver à réduire les coûts. Et le paramètre dimensionnant, comme on dit dans le jargon, c'est la masse totale que vous allez envoyer dans l'espace. C'est ça qui coûte le plus cher, c'est le transport. À chaque masse, c'est un lanceur, le SLS, là, qui est la Saturne V du XXIe siècle, qui vient de faire un test, c'est-à-dire qui est réussi de 8 minutes d'allumage des moteurs, va voler, peut-être, le premier vol automatique, c'est peut-être vers la fin de l'année. Donc c'est très vite. Oui. C'est une énorme fusée. Ça sera la fusée des programmes habités lointains américains. Ça, c'est une certitude. Est-ce qu'il y aura le Starship de SpaceX? Ça, c'est beaucoup plus incertain. Par contre, le SLS, il est là. Son premier vol est à la fin de l'année. Et chaque lancement de SLS, les chiffres oscillent entre 1 ou 2 milliards de dollars. Donc rien que le lancement. La fusée. Vous voyez, donc si vous arrivez à minimiser le nombre de lancements de l'SLS que vous allez faire, vous allez économiser de l'argent. D'où cette idée d'exploiter l'eau au pôle Sud.
Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas inutile la LOPG parce que ça vous a permis de fabriquer des véhicules de transport pour le fret, d'apprendre à opérer une station à grande distance, etc., etc. Après, je dirais dans les années 2030, alors ça, quand je dis 2030, ça va jusqu'en 2039, on va voir les premières missions, d'abord automatiques et ensuite habitées, vers Mars. J'ai bien dit vers Mars, j'ai pas dit sur Mars. Alors justement, parlons-en de Mars. D'ailleurs, vous venez d'écrire un livre à ce sujet aux éditions Flammarion qui s'appelle Dernière nouvelle de... Bon, ça peut être aussi des bonnes nouvelles de Mars. C'est aussi des bonnes nouvelles. Dernière nouvelle de Mars. Et en fait, ce livre, excusez-moi, il détaille justement ce qu'est l'homme sur Mars. Il essaye de comprendre où sont les difficultés. C'est 80-90% du livre est consacré à ça. Et justement, vous parliez d'étapes, mais là, tout le monde se focalise sur Persévérance parce qu'il faut le faire et que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais Persévérance n'aurait pas pu exister sans Curiosity avant. Et son acolyte, j'ai oublié son nom, le second rover qui était... Il y a eu Opportunity et Spirit avant. Voilà, mais Curiosity qui a sillonné un petit peu la planète... Et qui continue. Ah bon, il continue. Il continue, Curiosity, oui, absolument, ça fait 8 ans et demi. Donc ça a été une des premières étapes. Là, maintenant, Persévérance qui est sur Mars, principalement, pour le grand public, on dit c'est pour voir s'il y a de l'eau et si éventuellement il y a eu une trace de vie, c'est ça? On le sait qu'il y a eu de l'eau. Non, alors... L'eau, je dirais, l'affaire est acquise. Persévérance, non, le mot-clé de Persévérance, c'est que c'est la première étape du retour de l'échantillon martien. C'est-à-dire qu'on se prépare à faire un aller-retour. Mais pour faire un aller-retour, il va falloir lancer 3 fusées de la Terre et 1 fusée de Mars. Donc ça va s'étaler sur 10 ans. Donc Persévérance va faire quoi? Il va sillonner ce cratère G0 sur 10, 15, 20 km. Il va collecter une trentaine d'échantillons, des carottes qui font à peu près cette taille, le diamètre de mon doigt. Il va les mettre dans des tubes, il va les sceller et il va les mettre sous son flanc. Ouais. Il a un logement spécial pour ça. Et il va déposer des tas de tubes scellés progressivement, 2 ou 3. Et ensuite, Persévérance aura fini sa mission. En fait, il pourra continuer, mais sur la collecte, c'est terminé. En 2026, les Américains vont envoyer un engin qui va se poser au plus près des petits tas d'échantillons, sur lequel il y aura 2 choses. Un rover léger, ce qu'on appelle le Fetch Rover, qui sera probablement européen, qui va avoir comme mission de faire la boucle, récupérer les tubes et les ramener à l'atterrisseur. Et sur l'atterrisseur, vous avez une fusée, qu'on appelle le Mars Ascent Vehicle, une fusée qui fait 3 mètres de haut, qui est couchée. On va mettre les tubes en tête de fusée, on va redresser la fusée et on met à feu la fusée. Et cette fusée, elle va faire comme pour Apollo, souvenez-vous, va nous mettre les échantillons dans un ballon de basket, on appelle ça un conteneur, qui a à peu près cette taille-là, en orbite martienne, peut-être vers 400 km d'altitude. Et l'Europe va intervenir à ce moment-là avec un énorme orbiteur, 7 tonnes, qui aura été envoyé en 2026. Et sa tâche, qui n'est pas mince d'ailleurs, ça va être de repérer le lancement de la fusée au cas où la fusée fait un peu pas exactement ce qu'il faut, et repérer le conteneur, qui n'est pas plus gros que ça, le pourchasser et l'attraper. Et quand il l'aura attrapé, il va le mettre dans une capsule. Et ensuite, l'orbiteur va retourner vers la Terre. Et en 2031, les échantillons arrivent sur Terre. Quand je vous écoute, je me pose la question, je me demande sincèrement si l'humanité, le grand public, a conscience véritablement de l'exploit qui est en train de se passer, enfin que ce Persévérance, que l'intelligence humaine a réussi à réaliser en envoyant, c'est quoi, 300 millions de kilomètres, Mars, c'est ça? Alors c'est très variable. Oui, non, mais là, la distance à parcourir est plutôt de 400 millions. Et voilà. Pour envoyer, c'est plus... L'engin a fait 400 millions de kilomètres. Est-ce que vous trouvez que c'est accueilli par le grand public, par les hommes et les femmes de cette planète, et qu'ils ont véritablement conscience? Vous trouvez qu'ils ont bien pris conscience de ce qui est en train de se réaliser, enfin de se passer, ou ça manque un peu encore de communication, ou ça manque... Oh, la communication, il y en a beaucoup. Ouais. Les Américains, ils savent faire. Ils mettent beaucoup de moyens dans la communication et personne n'arrive à avoir la force de frappe de communication de la NASA. Il y a un engouement absolument gigantesque, mondial. L'atterrissage de Persévérance a été vu dans le monde entier. Une anecdote, par exemple, vous pouviez mettre votre nom sur une petite puce électronique à bord de Persévérance. Bon, j'ai mis mon nom. Voilà, donc vous alliez sur un site, vous mettez votre nom, et hop, il y a, je ne sais plus, plusieurs millions de noms.
Et la NASA a communiqué en disant qui a répondu? Vous savez quel est le pays qui a le plus répondu? Bizarrement, ça a été une énorme surprise, je ne sais pas, la Turquie. La Turquie. La Turquie. Donc un pays comme la Turquie, qui a des problèmes économiques qu'on connaît, eh bien, il y a un énorme public qui s'intéresse à ces sujets. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de pays africains aussi qui ont répondu. Alors justement, c'est bien que vous me parliez des pays africains. Nous, comme vous le savez, Télétude est principalement diffusée en Afrique. Et notre correspondant au Tchad, Théophile Kadnouma, est allé tendre son micro à quelques Tchadiens et il leur a demandé l'espace, la Lune, Mars. Et on les écoute. J'aimerais vraiment connaître ce qui se passe sur d'autres planètes, surtout les planètes célestes telles que la Lune, la planète Mars. Et la planète Mars, j'aimerais connaître en fait sa constitution et ce qui s'y fait là-bas. Il y a les Américains, les Russes qui y sont allés et ces personnes-là ne sont pas des extraterrestres. Malheureusement, cela demande de longues études, 8 à 11 ans. Je peux bien faire ces études, malheureusement au Tchad, les longues études ne paient pas. Même si ça paie, c'est avec le temps que ça paie, mais c'est beaucoup plus à l'international que ça paie par rapport au pays lui-même. Et sinon, j'ai envie de voir vraiment ce que les cosmonautes et autres font. J'aimerais voir en fait ce qu'ils puisent dans ces planètes, parce que c'est ce qui fait la différence entre les sciences. C'est de la vraie science. Depuis que le monde entier sait aussi qu'un Malien travaille à la NASA, ce rêve-là s'accentue et moi je fais tous les jours des gros efforts pour pouvoir un jour marcher sur les pas de ceux-là qui nous ont précédés. Il n'y a pas que les Américains, les Chinois, les Russes qui peuvent aller sur la Lune. Pourquoi pas un Africain? Pour d'autres qui rêvent un jour d'aller travailler sous d'autres cieux et surtout au Centre national des recherches scientifiques, rien n'est impossible. Être astronaute, ça a toujours été mon rêve. J'aimerais bien frôler la Lune, voir qu'est-ce que c'est que la planète Mars, pour pouvoir expliquer aux autres Tchadiens, vu qu'on n'en a pas beaucoup, les astronautes ici. Donc oui, ça me ferait du bien de dire ce qui se passe là-haut, sur d'autres planètes, bien sûr. C'est vrai que ça va demander beaucoup d'années d'études, 8 à 11 ans, d'accord, mais qu'à cela ne tienne, après vous en sortez un peu particulier avec... C'est une profession de passion, donc voilà, j'aimerais bien être astronaute, pourquoi pas, mis à part les 10 ou 11 ans d'études. C'est aussi long que ça, les études, pour être astrophysicien, astronaute. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre astronome et astrophysicien ? Non, astrophysicien, c'est juste le mot moderne pour les astronomes. Les astronomes, c'était 19e siècle. Jusqu'au 19e siècle, maintenant, on est astrophysicien parce qu'on a fait de la physique de l'astronomie. Personnellement, j'ai fait 11 ans d'études. Donc voilà, je suis assez sensible à ce qui vient d'être dit. Mais c'est intéressant de voir la perception selon les pays. Là, on se rend compte qu'il y a le rêve à l'état pur. Il y a le sentiment de vraie science. J'ai aimé cette réflexion, c'est-à-dire que là, c'est de la vraie science. Parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que nous, simples spectateurs, quand on voit le résultat de vos études, ce sont en général des documentaires très bien faits, avec de très belles images de synthèse qui font rêver, avec des belles planètes, de belles couleurs. Vous, votre quotidien, ce sont des paraboles, des traits, des croix, des points et des chiffres. On est bien d'accord. Ou des tremblements de Mars, ou des spectres de supercam. Oui, nous c'est la science qui nous intéresse. Et le but, c'est de faire de la science au-delà de ce qui a été fait auparavant. Or, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur Mars. Je crois qu'on va commémorer la 50e mission vers Mars. 50e. Mais les Russes n'y sont pas allés, malgré ce que disait la jeune fille. Les Russes ont malheureusement pas fait grand-chose. Ils ont eu beaucoup plus de succès sur Vénus, paradoxalement, que sur Mars. Tous les atterrissages soviétiques ont échoué. Et une mission d'ailleurs dont j'étais l'un des scientifiques s'appelait Phobos en 88. Voilà, la dernière mission qui a un tant soit peu réussi, c'était Phobos 88. Vous voyez que ça reporte il y a longtemps. Et encore, elle a partiellement réussi. C'est-à-dire que la partie... Bon, peu importe. Francis Rocard, malheureusement, on arrive, comme je le disais en préambule, on pourrait vous écouter des heures et des heures. On arrive au terme de l'émission. Une dernière question, vous, par rapport à votre position et vos acquis, est-ce que vous connaissez du ciel? Quel est le projet, la mission, la perspective la plus excitante pour vous?
Ce qui motive ces missions scientifiques d'exploration, je ne parle pas de missions habitées, là, je parle de missions type Perseverance, Curiosity, Insight, avec les tremblements de Mars, aujourd'hui, c'est devenu le cœur du sujet, sommes-nous seuls dans l'univers? Voilà. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Et or, Mars, c'est le lieu le plus facile d'accès, c'est ça le paradoxe, le plus facile d'accès. Quand on voit l'atterrissage de Persévérance, on dit « Waouh, c'est difficile ». Ailleurs, c'est encore plus difficile. Où la question de la problématique de la vie se pose. On pense que la vie est peut-être apparue sur Mars il y a 3,5 milliards d'années. Il y a d'autres endroits dans l'univers où la vie existe peut-être. C'est ce que vous l'avez dit, les lunes de Jupiter, Europe et Ganymède, et de Saturne, de Titan et Encélade. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus loin. Il y a eu 50 missions martiennes. Aujourd'hui, il y a eu combien de missions vers Jupiter? Si je compte sur mes doigts, ça va faire 2 ou 3. Et si on s'intéresse à Europe, on a les premières missions qui vont vraiment s'intéresser à Europe. C'est d'une part Europa Clipper américain et d'autre part JUICE pour l'Europe. Départ en 2022, mais il y a la croisière, on arrive en 2027. Donc tout ça est beaucoup plus long. Et on voudrait achever le travail proprement avec Mars. Quand je dis achever, c'est-à-dire arriver à une étape décisive, c'est le retour d'échantillons. Parce qu'il n'y a qu'avec des échantillons rapportés au laboratoire, encore une fois, ils vont arriver en 2031, qu'on va pouvoir, si on a pris des bons échantillons, et on fait tout pour prendre les bons, on ne veut pas des basaltes volcaniques, anhydres, qui ne nous intéressent pas, on veut des roches sédimentaires hydratées. D'où le fait qu'ils soient dans le... Dans G0, qui était un lac, vu le fait qu'il y a un delta, c'est-à-dire qu'il y avait un fleuve qui a déversé des sédiments. Qui dit sédiments, dit que ça a peut-être piégé des choses intéressantes. Et on va essayer d'avoir une preuve indirecte que de la vie existait sur Mars. Ça ne sera pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est le plus excitant dans tout ça, ça serait, mais ça ne sera pas avec le retour d'échantillons martiens, il fera probablement d'autres choses, arriver à trouver une vie un peu comme on trouve des mammouths dans la glace, où on arrive à trouver de l'ADN. La question, c'est la question fondamentale, qui va changer la face du monde. Est-ce que l'ADN d'une vie martienne est la même que l'ADN d'une vie terrestre? C'est vraiment la grande question, parce qu'on bascule dans un monde ou dans un autre. Soit c'est la même et notre vie est universelle, soit elle est différente et finalement on est un peu plus quelconque par rapport à ce qui se passe à côté. Et ça a des tas de conséquences. Et si on veut en savoir beaucoup plus sur Mars et Persévérance, on lit votre livre, Dernière nouvelle de Mars, aux éditions Flammarion. Francis Rocard, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, c'était un vrai plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau TLS+. D'ici là, comme d'habitude, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt, au revoir.